Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information que je me fais le plaisir de vous présenter. La communauté mondiale célèbre ce lundi 25 novembre 2019 la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Selon des chiffres de l'ONU, une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques. On fait le point dans cet élément. La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 définit la violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. En ce lundi 25 novembre 2019, la communauté mondiale célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes avec pour thème « Oranger le monde ». À l'occasion de cette journée, la Fédération internationale des droits de l'homme vient de publier un rapport sur les violences en Afrique. Selon ce rapport, la plupart des autorités africaines manquent très souvent de volonté pour traduire en justice les responsables de ce type de crimes. Pour ce qui est des chiffres qui ressortent de ce rapport publié par l'Organisation des Nations Unies, ils sont plus qu'alarmants. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné dans sa vie, le plus souvent de la part d'un partenaire intime. Près de 750 millions de femmes et de filles dans le monde étaient mariées avant leur 18e anniversaire. Plus de 200 millions de femmes et de filles ont subi une mutilation génitale féminine. Une femme sur 2 tuée dans le monde a été assassinée par son partenaire ou sa famille en 2017, tandis que seulement un homme sur 20 a été tué dans des circonstances similaires. 71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes et des filles. 3/4 d'entre elles sont exploitées sexuellement. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violences des droits de l'homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. Face à cela, les Nations Unies interpellent davantage les dirigeants du monde à éradiquer les violences à l'égard des femmes. If I could have one wish granted, it might well be a total end to rape and to all forms of violence against women. Rape isn't an isolated brief act. It has life-changing effects. A pregnancy or a sexually transmitted disease, immense trauma, an unwarranted sense of shame. In both conflict and in peacetime, it often shapes women's decision to move from their communities through fear of attack or the stigmatization of survivors. Although it is so pervasive, it is badly underreported for many reasons. Reasons such as, in many countries, women know that they are overwhelmingly more likely to be blamed than believed when they report sexual assault. They are likely to be poorly treated by law enforcement, humiliated and treated like the problem, and in some cases even disowned by their families, while the lives of perpetrators go on. Positive steps include increasing accountability by making rape universally illegal and holding rapists to account. Strengthening the capacity of law enforcement officials to investigate these crimes. Ending all harmful cultural practices and eliminating homophobia. Increasing the number of women in police forces, putting the victim at the center of response, and supporting survivors with access to all legal aid and essential services. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu sa session extraordinaire au cours de laquelle il a, entre autres, entériné plusieurs mesures parmi lesquelles figurait la nomination des cadres de l'appareil judiciaire. Une session présidée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président du Conseil supérieur de la magistrature. Secrétariat général, Direction générale des affaires civiles, Direction de la coopération internationale, Directeur, Monsieur Massala Urbain. Direction générale des affaires pénales. Direction des affaires pénales. Directeur,
Madame Koulou Berti, épouse Magano. Centre national de gestion des sceaux et des autres symboles de la République. Direction de la conservation des symboles. Directeur, Madame Goma Pierre Loretta. Cour de cassation. Siège. Président de chambre, Madame Boubenje Ngonde Marie-Blanche, épouse Mbabiri. Cour d'appel judiciaire. Cour d'appel judiciaire de Libreville. Siège. Premier président, Monsieur Mombo Alex. Président de chambre, Monsieur Ambourwe Ougandaga Juste. Monsieur Ongama Fulgence. Conseiller, Madame Nganja Iwenga, épouse Safiou. Chambre correctionnelle spécialisée. Président, Monsieur Mikoto Loïc. Chambre d'accusation spécialisée. Président, Monsieur Wanis Hervé Claude. Cour d'appel judiciaire de Franceville. Parquet général. Avocat général, Monsieur Nzaou Olivier. Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil. Siège, Premier président, Monsieur Métoma Bertin. Tribunaux. Tribunal de première instance de Libreville. Siège, Président, Monsieur Lindira Sylvain Arthur. Vice-président, Madame Aubin Sono Alberta, épouse Mbumba. Juge, Madame Moussavou Idoudou Naomi Gaël. Monsieur Renami Foster Alain Maxime. Formation spécialisée, Chambre correctionnelle spécialisée. Siège, Président, Madame Ikubagia Fourou Olga Elisa, épouse Lubanda. Parquet spécialisé, Procureur de la République adjoint, Madame Assambou Christiana, Monsieur Boutougou Évrard. Cabinet d'instruction, Premier juge d'instruction, Madame Antsoué Aboudou Daniel. Juge d'instruction, Madame Bonetse Flore Nathalie. Cabinet d'instruction spécialisé, Juge d'instruction spécialisé, Madame Ayombo Moussa Leila, épouse Biam. Madame Toukwani Christine. Parquet. Procureur de la République, Monsieur Ropona André Patrick. Procureur de la République adjoint, Monsieur Bouedi Praxed, Monsieur Nzinza Arved. Tribunal de commerce, vice-président, Madame Makobia Magali. Tribunal de première instance de Mouila, parquet, procureur de la République, Madame Obiang Ada Perrine. L'accès à l'eau potable est l'une des principales problématiques de la République démocratique du Congo. Toutefois, le président Félix Tshisekedi ambitionne exploiter le fleuve Congo pour y remédier. Reportage. L'accès à l'eau potable est l'une des principales problématiques de la République démocratique du Congo. La moitié de la population en est dépourvue et pour ceux qui en sont bénéficiaires, l'accès à l'eau potable reste limité à certaines heures de la journée. Pourtant, ce n'est pas l'eau qui manque. Sur ce vaste territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, la République démocratique du Congo est traversée par le fleuve Congo, deuxième cours d'eau le plus long d'Afrique après le Nil. Ces eaux douces, représentant 53% en Afrique et 13% dans le monde, sont autant d'atouts pour contribuer à la paix et à la stabilité du monde. Le bassin du fleuve Congo, deuxième plus grande forêt tropicale humide au monde, est irrigué par ce cours d'eau long de 4700 km.
Le traitement des eaux du fleuve Congo pourrait donc également convenir à abreuver les populations. Le fleuve Congo est parmi les plus grands fleuves d'Afrique et en cela, il y a lieu de prendre cette eau, de la traiter, de la transporter plus tard, de la distribuer et puis de la commercialiser. Voilà qui peut être une solution, mais à condition qu'il y ait une volonté et un courage des dirigeants politiques. La restriction d'accès à l'eau potable et le manque d'assainissement de l'eau sont devenus un problème de santé publique. L'inaccessibilité à l'eau potable représente la principale cause de maladies comme la diarrhée, qui est la plus importante cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo. Pour lutter efficacement contre la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone CEMAC, un réseau de parlementaires a vu le jour le 21 novembre dernier à Brazzaville. Les détails avec nos confrères d'Africa 24. La République du Congo va présider pendant 2 ans le bureau du réseau des parlementaires d'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle créé ce 21 novembre 2019 à Brazzaville. Cette plateforme vise à mobiliser les plus hautes instances gouvernementales sur la faim et la malnutrition dans la sous-région. La création ce jour du réseau des alliances parlementaires de la zone CEAC est une grande avancée qui va naturellement renforcer l'action des parlementaires ainsi que leur rôle dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région. Le défi de la faim sur le continent demeure colossal avec 250 millions de personnes sous-alimentées en Afrique, dont 42 millions en Afrique centrale, soit une personne sur 3 souffrant au moins d'une malnutrition. Les participants au Forum des parlementaires d'Afrique centrale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle entendent susciter l'introduction dans les différentes lois fondamentales des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la notion de droit à une alimentation adéquate et comme une question de souveraineté nationale. Son Excellence Sassou Nguesso Denis interpelle l'Afrique tout entière en disant aux parlementaires présents à ce forum, un parlementaire, un champ. Et moi j'ajouterai un Africain, une Africaine, un champ. Notre richesse, notre développement, c'est la terre. Aucun pays de la sous-région Afrique centrale ne consacre 10% de son budget à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Grâce à leur capacité de légiférer, d'assigner le budget national et de veiller à la bonne gouvernance de l'exécutif, les parlementaires sont mieux placés pour attirer l'attention sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au plus haut niveau de l'agenda politique et exécutif. Le Togo, quant à lui, veut dynamiser son secteur touristique. En 2020, à cet effet, le gouvernement a élaboré un document de planification dans lequel il veut miser sur le tourisme bleu, le tourisme vert et le patrimoine culturel. Le Togo veut dynamiser son secteur touristique en 2020. Selon un document de planification du gouvernement togolais, le pays veut miser sur certains sites clés pour donner un coup de pouce au secteur. 3 axes principaux, à savoir le tourisme bleu, le tourisme vert et le patrimoine culturel, vont être pris en compte dans ce plan de développement national. C'est une bonne chose, c'est de donner d'abord de l'importance à un secteur longtemps négligé. En général, les pays ouest-africains ont un peu occulté, oublié le secteur touristique, alors que quand vous prenez les pays du Maghreb, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, voici des pays qui comptent énormément sur le secteur touristique. L'aménagement des abords du lac Togo, l'aménagement de la cascade de Womé et du site d'Avévé et la valorisation du site des hauts fourneaux de Nangbani sont entre autres les sites visés pour la mise en œuvre du projet. Grâce aux efforts réalisés, les activités touristiques ont généré en 2018 48 milliards de francs CFA de recettes au sous-secteur hôtelier, créant ainsi 8 000 emplois directs grâce à 712 000 touristes. En tant qu'économiste, nous devons aller vers ce que nous appelons la diversification des bases de l'économie. Les économies africaines sont des économies qui sont basées essentiellement sur l'agriculture. Le secteur touristique, c'est un secteur porteur de devises, un secteur porteur d'emplois, un secteur porteur de croissance. Et donc c'est une bonne chose. Cette performance du secteur touristique togolais pourrait par ailleurs apporter à l'économie nationale d'ici 2022 un taux de croissance de 7%. Notons que globalement, la bonne santé du secteur touristique togolais suit la tendance globale observée en Afrique de 2017 à 2018. Sur cette période, 67 millions de touristes ont été enregistrés sur le continent pour 8,5 milliards de dollars de recettes créées.
Et pour clôturer ce journal, parlons de sport. Pour le compte de la première journée du championnat provincial de football catégorie junior, l'association sportive Stade Bandji s'est opposée à l'AS Dynamo sur le terrain de football du lycée et collège Raponda Walker. Un match dominé et remporté par l'équipe adverse qui a su profiter de l'impréparation de l'équipe chère à la commune de Port-Gentil. Score 5-1 en faveur de Dynamo. On n'était pas bien préparé, on était pas en forme, on sort des matchs mercredi, on sortait des matchs, on était pas en forme. Mais première mi-temps, on a encaissé 4, on n'a pas bien joué, mais deuxième mi-temps c'est quand même amélioré. On n'a pas, il n'y avait pas au pressing, on attaquait, on ne défendait pas en fait. La défense c'était pas le milieu des terrains, l'attaque, on est marqué, on n'a pas marqué. Et je pense que le prochain match on va faire mieux. Le prochain match on va faire mieux, on va démarrer la saison, mais le prochain match on va s'améliorer, on va faire mieux. Nous n'étions pas en forme. Déjà que mercredi on a joué un grand match. On a même gagné, c'était par chance. Donc aujourd'hui c'était pas vraiment ça. Il n'y avait pas d'équipe. On a fait une équipe à pistolet. Donc au final on prend 5 buts, c'est pas grave, ça va aller, ce n'est que le début de saison. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de notre rédaction. Merci d'être resté des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benje Gabon officiel.